J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes dans un bon mood pour écouter ce que j'ai à vous raconter, parce que sachez qu'il y a du bon, voire même du très très bon au programme d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, et oui, un nouveau point lecture. Et je crois que je le disais il n'y a pas si longtemps que dernièrement j'étais vraiment sur une super bonne lancée, que j'enchaînais les bonnes lectures. Et pour mon plus grand plaisir, sachez que ça a continué. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de 3 titres que j'ai lus dernièrement. Et soyez prêts à noter, parce que comme je le disais, il y a du très bon au rendez-vous. Une fois n'est pas coutume, je vais donc prendre les titres tels qu'ils sont posés là devant moi, tout simplement, sans aucun ordre précis. Et le premier roman qui va donc passer à la moulinette aujourd'hui, ce sera Seules les bêtes de Colin Niel aux éditions Babel. Le point de départ de ce titre, c'est un petit village paumé en France dans lequel on va retrouver la voiture abandonnée d'une femme du village. Sauf que la femme en question n'est pas à l'intérieur, que tout le monde se demande ce qu'il a bien pu lui arriver. Et je n'ai vraiment pas envie de vous en dire plus. Et j'ai envie de vous dire, mon Dieu, mais quelle claque ce roman! Sincèrement, il y a bien longtemps qu'une histoire avec une plume ne m'avait pas captivée de bout en bout comme cette histoire-ci et ne m'avait pas complètement soufflé comme celle-ci. Alors personnellement, avant ce titre-ci, je n'avais jamais rien lu de Colin Niel, mais je reconnais que j'en avais souvent entendu parler dans des termes plutôt élogieux, donc je ne cache pas que mes attentes étaient plutôt élevées. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'au final, eh bien, ce titre a même carrément dépassé mes attentes. Et ça n'arrive pas tous les jours. C'est pourquoi je tiens à le noter. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la structure même du roman, le fait qu'il soit divisé dans mes souvenirs en 5 parties, je crois, dont chacune d'entre elles s'attarde sur l'un des personnages qui composent toute cette histoire et que pour autant chacune de ces parties soit au final en lien avec les autres. Non seulement cela permet de bien développer chacun des protagonistes de l'histoire dans cette sorte de roman choral, mais en plus de ça, j'ai trouvé que l'auteur s'était magistralement bien servi de cette construction pour ménager de bout en bout le suspense de son histoire. Car même si ce titre est pour moi plutôt un roman contemporain noir, il règne tout de même dans Seules les bêtes. Un petit suspense qui n'était pas pour me déplaire et même quelques relents de polar, et le tout fonctionne parfaitement bien ensemble. En plus d'une construction narrative originale et efficace, j'ai trouvé la plume de Colin Niel tout simplement parfaite. En tout cas, parfaite pour mes goûts, parce que bien sûr, vous en doutez, cette critique littéraire repose forcément sur des appréciations personnelles, mais également parfaitement adaptée à son histoire. L'auteur modifie subtilement le style de sa plume dans chacune des différentes parties, et ce pour coller au mieux à la vie, à la personnalité du protagoniste que l'on suit, et j'ai trouvé que ça permettait de donner encore plus de corps et d'épaisseur aux différents personnages. J'imaginais parfaitement bien tous les acteurs de ce drame annoncé, de cette histoire qui tourne autour d'un coup du destin et d'un ensemble d'engrenages qui va mener certains personnages à leur perte, ou en tout cas à découvrir leur côté sombre. Ce roman aborde pour moi formidablement bien plusieurs thématiques telles que notamment la détresse des agriculteurs français, les difficultés de la vie à la campagne, la misère affective et bien sûr la solitude. Parce que pour moi, Seules les bêtes, c'est un roman magistral sur la solitude de l'être humain, la solitude du cœur, des sentiments. L'auteur nous démontre bien à quel point l'être humain est capable de tout pour un peu de chaleur humaine, pour un peu d'attention, un peu d'amour de la part de l'autre, et à quel point justement le manque d'amour de la part d'un tiers peut littéralement tuer. J'ai trouvé que c'était un titre très fort en émotion, et j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance rurale que l'auteur a su installer dans la majeure partie de son roman. Parce que, vous vous en doutez peut-être, par moments, j'ai retrouvé comme ça un peu de ce que j'aime tant chez Franck Bouise, qui lui aussi est un auteur qui parle très souvent de cette ruralité française et
de tout ce qu'elle peut avoir à la fois de beau et également de rude. À un certain moment, le récit nous emmène ailleurs, dans un autre décor, et si j'avoue qu'au départ, ce changement comme ça m'a un peu déstabilisée, au final, j'ai tout de même beaucoup aimé ce que l'auteur avait également fait de ce second décor qui, en plus de ça, pour moi, répondait parfaitement au premier. Et puis, la fin est arrivée, et là encore, je ne peux dire autre chose que je l'ai trouvée tout simplement parfaite. Un joli point final fait de solitude et de désespoir, là encore finalement à l'image de tout le reste du roman. Alors non, Seules les bêtes n'est pas un titre qui va foncièrement révolutionner ma vie de lectrice, j'ai envie de vous dire, mais je sais malgré tout que c'est un titre qui me restera longtemps en mémoire et qui aussi me reviendra, je pense, facilement en tête lorsque l'on me demandera des recommandations de livres. De plus, c'est un roman tout de même assez court, hein. Là il paraît gros comme ça, mais en vrai il fait à peine 300 pages, donc même si la plume de Colaniel n'est pas vraiment une plume qu'on pourrait appeler grand public, attention, ce n'est pas non plus une plume élitiste ou hyper intellectuelle, mais bon, bah clairement, quand vous lisez ça, vous ne lisez pas du Bussy ou du Buckley, et bien malgré tout, c'est un roman que je ne pourrais que vous recommander de lire. Personnellement, c'est typiquement pour ce genre de titre que j'aime tant la lecture, pour découvrir comme ça des textes qui ont ce pouvoir de m'attraper, de m'embarquer, de m'émouvoir et de laisser son empreinte dans ma mémoire. Une superbe découverte donc qui, vous vous en doutez, me donne bien sûr très envie de découvrir dès que possible d'autres titres de Colaniel parce que ouais, je suis tombée un petit peu amoureuse de sa plume et que j'ai vraiment très hâte de voir si c'était juste comme ça un coup de génie ou si je peux retrouver ce qui m'a tant plu ici dans d'autres de ses titres. D'ailleurs, si vous avez des titres de Colaniel à me recommander, je suis bien sûr preneuse, vous vous en doutez, je sais que j'ai dans ma pile à lire Les hamacs de carton, me semble-t-il, dont normalement je vous reparlerai très prochainement d'ailleurs sur la chaîne ou dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais c'est le seul, donc pas impossible que je fasse l'acquisition d'autres romans de cet auteur en 2025. Alors j'attends vos suggestions. Second roman du jour, et je pense qu'il ne vous surprendra pas du tout, c'est devenu un rituel pratiquement sur la chaîne, puisque oui, vous vous en doutez, j'ai encore lu un roman de King, et ce coup-ci, celui qui est passé à la moulinette, il s'agit de l'Institut, donc de Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche. Alors l'Institut, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Luc, un petit garçon extrêmement intelligent qui vit sa petite vie pépouse avec ses parents et qui un jour va voir débarquer chez lui une bande de tueurs à gages venus buter ses parents et le kidnapper pour l'emmener dans un lieu très étrange appelé l'Institut, dans lequel il semblerait que l'on fasse des expériences sur des enfants ayant certaines capacités et certains dons. Bon bah des gosses, une part de sombre ainsi que des dons parapsychiques. Autant dire qu'on est complètement dans l'univers de l'auteur. Alors après ma dernière déception suite, souvenez-vous, à ma lecture d'Histoire de Lisée de Stephen King, je vous avoue que j'ai été plutôt ravie avec l'Institut de renouer avec une partie de tout ce que j'affectionne tant chez Stephen King. Même si je trouve qu'avec le temps, l'auteur s'est un peu assagi, qu'il a tendance à moins verser dans le noir et parfois le trash pour aller peut-être plus du côté de l'humanisme et de la compassion, bien qu'en vérité cela ait toujours plus ou moins fait partie de ses œuvres, surtout pour le côté humaniste. J'ai noté que l'on retrouvait dans ce titre certains traceurs, je dirais, de ses premières œuvres. Le plus flagrant est bien sûr un groupe de gamins hyper soudés, tant et si bien qu'ils deviennent une sorte de famille secondaire indéboulonnable, et cela m'a donc bien sûr fait penser au fameux club des ratés du livre Ça. Je pense profondément que King a dû garder au fond de lui une part d'enfant encore très présente, sans quoi j'imagine mal comment il pourrait aussi bien écrire sur cette
période qu'est l'enfance, sur tout ce qu'elle peut comporter à la fois de beau mais aussi d'effrayant. Je trouve qu'il vise rarement, voire même jamais quasiment, à côté lorsqu'il met en scène un ou plusieurs enfants. Pour moi, ce sont indéniablement ces personnages les plus réussis. Alors il faut savoir que l'Institut, bien qu'il ne s'agisse pas du tout d'un roman horrifique, d'ailleurs je me demande s'il réécrira vraiment un jour des romans qui versent dans le pur horrifique comme il a pu le faire à ses débuts, et bien malgré ça, j'ai tout de même noté dans l'Institut certains passages assez difficiles à lire. Je pense notamment à certains passages dans lesquels les enfants sont poussés à bout et, disons-le clairement, subissent de la torture. J'ai eu sans surprise une compassion énorme pour ces gamins qui n'ont rien demandé, d'autant plus que en face d'eux, dans le camp adverse, nous avons des personnages adultes particulièrement détestables. Des adultes qui, au premier abord, pourraient juste sembler mauvais et cinglés, mais ce que j'aime tant chez King, c'est qu'à cela, il arrive à venir mêler certains éléments qui vont permettre de contraster l'ensemble et de donner encore plus d'épaisseur à ces personnages qui ne sont du coup pas juste tout blanc ou tout noir. Ainsi donc, certains de ces adultes qui sont clairement les méchants de l'histoire sont profondément persuadés des bénéfices qui résulteront du travail qu'ils sont en train d'effectuer et qui sont donc absolument incapables d'imaginer qu'ils puissent se trouver dans le mauvais camp. Bien entendu, cela fait clairement référence aux médecins nazis. D'ailleurs, l'auteur ne s'en cache absolument pas puisqu'il en parle lui-même dans plusieurs passages. Ce roman m'a également fait beaucoup penser au traitement que l'on réserve aux enfants soldats et donc, comme bien souvent, sous réserve d'une part de fantastique, bien qu'ici au final la part de fantastique soit très légère, King renvoie le lecteur à une réalité tout à fait tangible, à des horreurs bien réelles et l'amène du coup à se questionner sur le sujet. En plus de ces thématiques propres à l'Institut, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, Stephen King va venir une fois de plus aborder certaines thématiques qui lui sont chères, telles que la culpabilité, la famille, que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur que l'on se choisit, l'amitié, le destin. Côté personnages, je les ai absolument tous aimés, enfin en tout cas tous ceux qui ne voulaient pas de mal aux enfants. Mais si j'avais un petit bémol à adresser à ce titre en particulier, c'est que j'aurais vraiment apprécié que la psychologie et l'histoire de certains personnages soient encore beaucoup plus développées. Car c'est vraiment l'une des choses que je préfère chez King, c'est sa capacité comme ça à venir vraiment donner du réel, de l'existence plausible, de l'épaisseur à ces personnages. Du coup, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a pu faire avec Tim ou encore bien sûr avec Luke. Mais j'aurais aimé qu'il pousse beaucoup plus loin les choses avec Avery, avec Nikki, avec Shah, avec Wendy ou encore avec Maureen. En fait, pour moi, il aurait dû développer beaucoup plus encore tous les personnages secondaires parce qu'en plus de ça, je suis persuadée qu'il aurait eu 1000 choses hyper intéressantes à nous raconter à leur sujet. L'autre petit bémol que je pourrais évoquer, c'est qu'effectivement, parfois, j'ai ressenti certaines petites longueurs, notamment dans toute la partie qui se déroule au cœur même de l'Institut. Cependant, j'ai littéralement dévoré les 200 pages, dans lesquelles d'ailleurs on retrouve un procédé narratif très souvent utilisé par Stephen King, qui consiste à faire se dérouler plusieurs actions en parallèle dans des lieux différents qui toutes vont à un moment converger et permettre d'amener comme ça le grand final, si j'ose dire. J'ai d'ailleurs adoré la fin. Je vous cache pas que j'ai eu un moment un peu peur d'une fin peut-être un peu trop polissée, mais au global, je trouve qu'il s'en est tout de même très bien sorti. J'ai adoré les questionnements que cette fin peut apporter et tout ce qui est arrivé aux différents protagonistes. J'ai également noté, comme cela arrive d'ailleurs de plus en plus régulièrement dans ces derniers romans,
qu'il n'hésite pas à parler clairement de politique américaine en citant même carrément des noms de véritables personnalités politiques. Sans surprise, Trump en prend une fois de plus pour son grade et ce pour notre plus grand plaisir. L'Institut ne fera donc pas partie de mes romans préférés de Stephen King, mais malgré tout, cela reste un titre que globalement j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très actuel et qui en même temps permet de faire certains ponts avec des romans plus anciens de sa bibliographie. C'est aussi, je suis en train de penser à un titre que je pourrais assez facilement recommander à un lecteur qui n'aurait jamais tenté King et qui voudrait se faire une idée assez précise de ce qui peut l'attendre avec cet auteur. Pas l'un de ses meilleurs donc, mais tout de même une belle lecture qui a su m'apporter de l'émotion, des questionnements, du divertissement et qui a su aussi me rappeler pourquoi j'aime tant l'univers de ce romancier si particulier qui, vous l'aurez compris, n'est pas prêt de se faire détrôner dans mon petit cœur de lectrice. Donc voilà, pas le meilleur, mais vraiment plutôt cool, avec, comme je le disais, des thématiques intéressantes et cet esprit de petit groupe d'enfants soudés que j'aime tant chez lui. Et puis, il y a quand même un côté un peu, alors peut-être pas effrayant, mais tout de même assez anxiogène, angoissant, qui peut bien coller avec cette période automnale, halloweenesque et compagnie. Donc ouais, si vous voulez le sortir et que vous êtes du genre à faire des lectures plutôt saisonnières, je pourrais carrément vous recommander la lecture de celui-ci plutôt en automne-hiver qu'au printemps ou à l'été. Et preuve une fois de plus de l'éclectisme total de mes lectures, je viens de vous parler de King et le dernier roman de la sélection d'aujourd'hui sera dans un genre tout à fait différent puisque j'ai également lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson aux éditions 10-18. Là, on est clairement dans deux salles, deux ambiances, je vous l'accorde. Alors, si je devais résumer ce livre, je vous dirais que c'est un roman plutôt autobiographique, avec tout de même un petit côté que j'imagine un poil romancé, dans lequel l'auteur va venir donc nous raconter tout simplement son adolescence, ou plutôt la fin de son adolescence, puisqu'au tout début, il me semble qu'il a 17 ans, il est à la fin du lycée. Et c'est à cette période qu'il va pleinement prendre conscience de son homosexualité et aussi tout simplement avoir sa première véritable relation avec un autre garçon. Et j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas, non. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Ceci n'est pas d'un fait divers, également de Philippe Besson, que je découvrais alors, puisque c'était la toute première fois que je le lisais. Et c'est vrai que depuis ce coup de cœur, j'avais vraiment envie, là encore, de renouer avec sa plume. J'ai donc jeté mon dévolu sur Arrête avec tes mensonges, que l'on m'avait vendu comme étant un récit très personnel, très intime, mais aussi l'un de ses textes les plus réussis. Alors, je ne sais pas si c'est l'un de ses plus réussis, parce que tout simplement, je ne connais pas assez sa bibliographie pour pouvoir juger, mais c'est une réussite. Ça, c'est certain. Cette seconde expérience avec l'auteur me laisse vraiment à penser que, décidément, dans le futur, je vais lire régulièrement ses récits parce que sa plume a quelque chose de littéraire, mais également de sensible et de vrai qui me touche. Si en soi, l'histoire m'a moins impliquée en tant que lectrice qu'avec Ceci n'est pas un fait divers, parce que tout simplement, comme je le disais, Arrête avec tes mensonges parle principalement d'homosexualité et que je ne suis pas concernée, malgré tout, j'ai profondément apprécié ce récit car il présente tout de même des sujets et des questionnements qui pour moi sont universels. Oui, cette histoire, c'est l'histoire, comme je le disais, prétendument en tout cas, de l'auteur lui-même, de la fin de son adolescence durant laquelle il a pleinement pris conscience de son attirance envers les hommes, durant laquelle il a expérimenté ses premières relations intimes avec un homme et durant laquelle également il est profondément tombé amoureux. Si la thématique de l'homosexualité a donc toute son importance, bien sûr, dans ce livre,
puisque elle permet d'expliquer comment l'auteur l'a vécu, mais aussi comment elle peut être difficile, voire impossible à vivre, notamment dans les années 80, puisque c'est la temporalité, je dirais, principale de ce récit. Malgré tout, toute une partie de cette histoire m'a parlé. En effet, homosexualité mise à part, Philippe Besson nous fait surtout revivre les premiers émois amoureux, la découverte du corps, du désir, du partage intime avec l'autre, la naissance d'une attirance ainsi que le doute et l'attente de savoir si cette attirance justement est réciproque ou non. J'ai trouvé ce récit empreint d'une jolie nostalgie et puis Arrête avec tes mensonges effleure également les thématiques du transfuge de classe, de l'ascension sociale, des rêves et des attentes aussi parfois que les parents peuvent faire peser sur les épaules de leurs enfants et j'espère vraiment que l'auteur a développé ces thématiques-ci dans d'autres de ses romans parce que ce que j'ai pu entrevoir à ce sujet dans ce titre-ci m'a beaucoup plu. L'écriture de Philippe Besson ici est vraiment une écriture de l'intime. J'avais la sensation parfois durant ma lecture de lire un journal intime ou de recueillir une confession. On a l'impression que l'auteur s'est déchargé d'une sorte de fardeau et qu'en plus de ça, il y avait une espèce d'urgence à coucher sur papier cette histoire et ce souvenir par peur qu'il ne finisse par s'effacer et ses protagonistes avec. Cette impression d'urgence est d'ailleurs hyper présente dans le tout premier chapitre qui est écrit sans point ou quasiment et qui donne du coup à ce flot de mots des airs de vagues submersives qui vient complètement emporter le lecteur. Tout au long de la lecture de ce récit, on fait face à un flot de pensées qui nous renvoie à nos propres souvenirs, à nos propres sentiments et c'était à la fois beau et bouleversant. J'ai vraiment aimé aussi la façon dont l'auteur a écrit les passages dans lesquels il est question de relations sexuelles homosexuelles parce que j'ai trouvé qu'il a su ne pas être trop pudique pour ne pas minimiser l'importance et la réalité du moment, mais ne pas non plus tomber dans le trash ou le pseudo-sensationnalisme à deux balles, qui pour le coup, selon moi, aurait gâché justement ce moment. Il était juste et c'était fort appréciable. Alors, je ne sais pas à quel point cette histoire a pu être romancée, à quel point certains passages ont pu être réécrits ou réinterprétés, et sincèrement, je m'en fiche, car de toute façon, cela ne change rien à la force et à l'intérêt de ce récit. J'ai aimé tout le roman, tout le déroulé de l'histoire, que ce soit la partie au passé, mais également celle au présent. La fin est super poignante et j'ai aussi beaucoup aimé tous les petits moments comme ça où l'auteur nous explique comment tel ou tel événement ou détail de sa vie a pu influencer par la suite l'écriture de tel ou tel roman. Alors, j'avais pas forcément les références parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant de lui je n'ai lu donc que Arrête avec tes mensonges et Ceci n'est pas un fait divers. Mais du coup en contrepartie ça a su piquer ma curiosité et me donner justement envie de découvrir tous ces titres qu'il a cités et que je n'ai pas encore lus. Cependant, et malgré toutes les qualités que je viens de vous citer, il m'aura manqué un petit quelque chose en plus que j'ai franchement beaucoup de mal à identifier et qui fait que ce titre n'est pas non plus un énorme coup de cœur, même si, indubitablement, Arrête avec tes mensonges est clairement ce type de récit autobiographique court que je ne pourrais que vous recommander de découvrir. Pour ma part, c'est une fois de plus un grand oui avec ce romancier que je prendrai beaucoup de plaisir à relire dès que possible. Donc voilà, là encore, hein, si vous avez des titres à me recommander, allez-y, parce que si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus aucun roman de l'auteur qui m'attend dans ma pile à lire. C'est donc le flou le plus total quant à mes futurs achats de cet auteur, donc vos conseils sont une fois de plus les bienvenus. Et voilà, comme vous l'avez vu, hein, je vous avais pas menti, aujourd'hui il y avait vraiment du bon, voire du très très bon programme, vous l'aurez compris, les 3 titres dont je vous ai parlé aujourd'hui
pour moi, sont à découvrir. Après, vous affinez selon vos envies de lecture et vos affinités en termes de genre littéraire. Mais l'avantage, c'est qu'il y en avait un petit peu pour tous les goûts. Aujourd'hui, la luminosité et le temps extérieur n'étaient pas forcément avec moi et du coup, je reconnais aussi que j'étais un petit peu fatiguée. J'espère vraiment que ça ne s'est pas trop entendu ou remarqué et que cette vidéo restera agréable à lire et à visionner. Si c'est le cas, la meilleure façon de me le montrer, vous le savez, c'est tout simplement de mettre des petits pouces levés et pourquoi pas de laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail, tout simplement. Sur ce donc, j'espère pouvoir vous tourner très prochainement d'autres points lecture parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi, c'est le fondement même d'une chaîne littéraire. Mais en attendant, vous le savez, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!